Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à ce débat sur sexisme et questions de genre dans les médias traditionnels. Alors autour de moi, il y a Lorraine Descartes pour en parler, donc journaliste indépendante spécialisée sur notamment les violences faites aux femmes. Léa Broquerie qui est journaliste pour France 2, France 3, Euronews, mais aussi membre de Prenons la Une, qui est un collectif de femmes journalistes qui agit pour justement lutter contre le sexisme et dans les médias et notamment contre les violences aussi faites aux femmes dans les médias et le traitement de ces sujets dans les médias. Raphaël Garrigos qui est rédacteur en chef du média indépendant Les Jours, et à ma droite donc Sophie Perroguet qui a écrit un mémoire sur les masculinités, le rapport à la masculinité des journalistes, et enfin Cécile Jamet qui est journaliste et militante chez Rébellion Permanente qui est un média... Comment ? Ah pardon, Révolution Permanente. Donc chez Révolution Permanente qui est un média indépendant sur les luttes sociales. C'est ça. Alors simplement avant de commencer et de rentrer dans la thématique, moi ce que je voulais c'est simplement que chacun vous me disiez en une ou deux phrases, parce que le problème c'est qu'on a 45 minutes et le sujet est quand même très très vaste, donc on va faire au mieux, que chacun vous me disiez en une ou deux phrases pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème sur la question justement du sexisme et du traitement des questions de genre dans les médias traditionnels, et pourquoi est-ce qu'en 2019 on doit encore faire un plateau pour parler de ça. Ok, vaste question à répondre en deux phrases. Il y a un problème parce que c'est des sujets qui sont pas encore assez couverts et que du coup c'est notre travail d'aller voir là où il n'y a pas encore de lumière, pas encore la parole des personnes qui est rapportée, et que c'est aussi encore des sujets, ça découle de ce que je dis, qui sont considérés comme peu valorisants ou peu valorisés. Voilà, c'est toujours un petit peu encore à la marge du journalisme, alors qu'en fait ça concerne tous les pans de la société, les questions de sexisme, et que c'est des sujets qui doivent être, surtout ces enquêtes, qui doivent être aussi valorisées qu'une enquête, par exemple, financière, etc., ou ce genre de scandale, et parfois ça peut même se recouper. Léa ? Pourquoi c'est un problème ? Parce que Prenons la Une existe toujours et pourtant on est en 2019 et on fait toujours des actions, on forme dans les écoles, etc. Donc c'est que le problème existe toujours. En 2016 on avait publié un guide avec des outils pour le traitement des violences conjugales dans les médias. Et quand on le lit, on se rend compte qu'il est toujours d'actualité et qu'il devrait être encore plus suivi aujourd'hui. Et ça ne l'est pas. On s'appuie beaucoup dans l'association sur des chiffres dont je pourrais parler tout à l'heure. Et c'est des chiffres qui sont encore actuels en 2019. Et malheureusement, quand dans les rédactions, ce sont des chiffres qui sont un peu effrayants par rapport aux représentations des femmes, on se rend compte que c'est aussi dans les contenus que ça se réverbère, ce problème de représentation des femmes. Pour moi, le sujet du sexisme est un sujet aussi important que du moins c'est pour les jours, c'est aussi important que Emmanuel Macron, que les Kurdes, oui, c'est un sujet d'actualité et qu'il faut prendre et qu'il faut agripper. C'est normal qu'on fasse encore ça. Parce qu'on s'aperçoit tous les jours qu'il y a encore énormément de boulot à faire, que ce soit dans les rédactions ou ailleurs, bien sûr. C'est quelque chose dont on parlera, c'est que pour le moment aujourd'hui il y a encore souvent des rubriques qui sont liées justement aux droits des femmes, aux questions LGBTQ+, etc. Et c'est un peu comme l'environnement, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui de se dire que ça doit être des lunettes qu'on doit adopter sur chacune des thématiques qu'on va couvrir et pas simplement une petite rubrique dans les journaux. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Sophie ? Ouais, moi, juste sur l'idée que pourquoi c'est un problème qu'on fasse encore des conférences là-dessus aujourd'hui, c'est qu'en fait, la profession de journaliste, elle se féminise depuis une trentaine d'années. Or, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes journalistes, et ça c'est très bien, pour autant, il y a encore des pratiques masculines au sein des rédactions. C'est les hommes qui sont en majorité rédacteurs en chef, c'est les hommes qui ont les postes de pouvoir et les postes de responsabilité et qui du coup reproduisent des mécanismes sexistes et des mécanismes en fait qui reproduisent des comportements masculins qui n'encouragent pas les femmes à porter ces sujets-là et à présenter des sujets sur le sexisme, à présenter des sujets qui leur tiennent à cœur et qui leur importent plus et à défendre des sujets aussi importants que ceux sur le sexisme, je pense.
Oui, je pense aussi que en fait, la question des violences faites aux femmes et des violences sexistes, c'est aussi quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène, pas tellement grâce aux médias traditionnels, mais aussi parce qu'il y a eu Balance ton port et MeToo, et qu'en fait ce sont des femmes et même des pages militantes, ou par exemple on voit Pays Tachnek, enfin plein de pages qui sont en fait des gens qui ne sont pas spécialement des journalistes, mais aussi des femmes qui ont en fait c'est un peu ouvert une boîte de Pandore autour de ça, et ensuite dans tous les milieux en fait, que ce soit du coup le milieu du journalisme, le milieu du cinéma, tous les milieux, et qu'en fait ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que je pense en fait que le sexisme n'avait jamais disparu, c'est que juste qu'il y a eu des avancées heureusement grâce à des luttes en fait et des batailles tout au long du XXe siècle notamment, et historiques en fait, qui ont permis d'avancer sur les droits des femmes, mais qu'on voit qu'il y a encore en fait un contraste énorme en fait entre le fait pouvoir accéder à des postes et que des femmes puissent par exemple voilà, accéder à des postes à un meilleur salaire, et en fait le fait par exemple qu'il y a encore 500 000 femmes par an qui meurent suite à des complications suite à un avortement, ou qu'il y ait des millions de femmes qui soient dans des travaux ultra précaires, exploitées sexuellement, etc. Et qu'en fait c'est ça aussi, je pense, que permet aujourd'hui le retour en fait des questions sexistes, et que nous on aborde aussi, je pense, dans nos médias plus indépendants et alternatifs respectifs, et en fait de pointer la réalité qu'en fait les droits des femmes en France, mais aussi dans le monde en fait, est loin en fait d'être quelque chose qui est résolu, quoi, et qui est... Exactement, et malheureusement, comme tu me disais, Sophie, c'est que toutes ces questions sont évidemment interdépendantes. Donc s'il y a du sexisme dans les rédactions, évidemment les questions de genre vont être traitées de façon différente. Simplement pour rappeler quelques chiffres, parmi les experts qui sont invités sur les plateaux télé, en moyenne 20% sont des femmes, et les femmes occupent 30% du temps de parole, un tout petit peu plus de 30% du temps de parole sur les radios et les télés selon les derniers chiffres. Étant donné qu'on ne va pas passer trop de temps à parler du problème, parce que ce ne serait pas si intéressant que ça, ce serait bien aussi de parler des solutions, des initiatives qui existent, et de voir aussi en quoi la situation est quand même en train d'évoluer. Je voudrais commencer par parler justement de cette question de l'ambiance au sein des rédactions, et de comment est-ce que à la fois on peut justement changer les violences sexuelles qui peuvent exister au travail, et le sexisme qui peut exister au sein du milieu journalistique, qui est malheureusement assez présent, et à la fois la question du traitement de ces sujets. Et donc Léa, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment est-ce que Prenons la Une travaille là-dessus, à la fois sur la question de la formation et à la fois sur la question de la sensibilisation sur le traitement des sujets, et notamment sur le traitement des violences faites aux femmes. Vous avez quand même fait un travail remarquable pour essayer d'apprendre aux journalistes qu'il ne fallait pas traiter ça comme des faits divers. D'abord, juste pour rappeler quelques chiffres, parce que Prenons la Une, c'est une association qui a été créée par des journalistes économiques, et du coup on se base beaucoup sur des chiffres. Et un des chiffres du CCIJP, donc la commission de la carte de presse, c'est qu'il y a seulement 19% de femmes qui sont directrices de rédaction et 34% qui sont rédactrices en chef. Ce que je veux dire, c'est que si dans les rédactions il y a un problème d'inégalité, alors il y aura un problème d'inégalité dans les contenus. Dans les contenus, par exemple, surtout en radio et en radio et télévision, je peux en parler, je travaille à France Télévisions, il y a un vrai problème, c'est vrai, et l'un des plus gros problèmes, c'est ce qu'on appelle le comportement moutonnier, et surtout comment dire, le concept du miroir déformant. Souvent, non, du bon client, excusez-moi, l'argument du bon client. Souvent, quand on est en télé ou en radio, on a le problème de rapidité. Donc, on va toujours prendre le meilleur client, celui on va savoir qu'il est disponible à cette heure-ci, qui va bien parler, etc. Et souvent c'est un homme. Alors que le deuxième choix pourrait être très bon, et ça pourrait être une femme. Il est peut-être plus intéressant, ou tout aussi intéressant, parce que on peut pas mettre une femme plus haute qu'un homme parce que c'est une femme. Mais il peut être intéressant, c'est nouveau, parce que tous les médias ne le font pas. Par exemple, il y a plein de médias traditionnels, et surtout à la télé, qui se basent sur la PQR du matin, qui vont lire Le Parisien, qui vont lire Sud-Ouest, etc. Et qui vont dire « Ah bah il y a tel médecin qui a parlé, donc il faut le mettre à la télé ce soir ». Le problème, c'est qu'il y a une femme médecin qui est tout aussi compétente et qui peut parler. C'est une des solutions que Prenons la Une propose.
En mettant en avant le site Les Expertes. En mettant en avant le site Les Expertes. Et il y a des bons exemples. Par exemple, la BBC a mis en place son propre annuaire d'expertes. Donc pourquoi les médias nationaux français ne pourraient pas le faire? En Suède, par exemple, et je trouve ça assez pas mal, la télévision nationale qui s'appelle SVT, à chaque conférence de rédaction, il se débrouille pour qu'il y ait 50% de femmes et 50% d'hommes qui parlent dans le journal, autant en expertes, autant en témoins, autant de journalistes. Donc ils comptent à chaque conférence de rédaction, ils envoient un mail en fin de semaine, et à chaque fin de mois, s'il y a eu un bon résultat, ils le fêtent en mangeant des gâteaux et en buvant du jus de fruits. Ce qui est pas mal, ce qui donne une bonne ambiance dans la télévision et qui oblige un peu à le faire, à cette parité. Sophie Péroguet, vous avez travaillé justement sur le rapport à la masculinité des journalistes. Quelles étaient, c'est intéressant comme sujet de mémoire, quelles étaient les principales conclusions auxquelles vous êtes arrivés après avoir travaillé au sein de la rédaction de Radio Parleur? Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai fait mon mémoire pendant 7 mois. J'ai passé 7 mois à observer la rédaction de Radio Parleur, qui est un média indépendant et donc pour lequel je travaille aussi maintenant. Ils ont accepté de me garder, même si je les ai un peu critiqués. Donc ça c'est plutôt sympa. En gros, en fait, moi, ce qui m'a frappé à Radio Parleur, c'est que tout d'abord, c'est un média indépendant qui a été fondé par 3 personnes, dont une femme. Et une femme qui, avant, donc Violette Voldoir, elle avait fait de l'alternance, etc., dans d'autres médias pour lesquels il y a eu des phénomènes de sexisme, etc., qui existent dans toutes les rédactions. Et au moment de créer en fait son propre média, elle s'est dit en fait, on peut créer un environnement de travail féministe et un environnement de travail qui fonctionne et qui est aussi synonyme de pouvoir pour les femmes et de responsabilisation des femmes. Donc moi, ça m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée parce que je m'attendais pas du tout à un média aussi progressiste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de pratiques de travail considérées comme féministes. Les conférences de rédaction, on fait des tours de parole. C'est hyper basique en fait, mais que les hommes se taisent et ne coupent pas la parole, c'est hyper important pour que les femmes se sentent à l'aise pour parler. On fait les comptes rendus de rédaction, pareil. On essaye de faire tourner cette tâche qui est en fait une tâche de secrétariat qui est donc très souvent associée aux femmes. Or, c'est pas à nous de le faire, et donc les hommes peuvent aussi prendre un ordinateur et écrire pendant la conférence de rédaction, c'est tout à fait possible. Pareil, ça nous tient à cœur d'accentuer sur la parité, notamment dans les émissions, la parité des invités, c'est-à-dire qu'on va inviter autant de femmes que d'hommes, voire plus de femmes que d'hommes. Pareil, les temps de parole dans le média, les journalistes, on va essayer de mettre en plateau des journalistes femmes, mais même si c'est la première fois qu'elles font à Radio Parleur, il y a aussi toute une part de bénévolat. Donc en fait c'est très souvent des femmes qui arrivent là et qui débutent. Moi j'ai débuté comme ça et en fait au bout de 2 semaines on m'a collé un micro dans la main et on m'a dit vas-y va faire un reportage, et c'est hyper formateur en fait, et c'est de se sentir en fait l'égal d'un homme, c'est hyper important et voilà. Alors après sur les conclusions, donc ça c'était les conclusions plutôt positives du mémoire. Il y a quand même des conclusions négatives, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait des pratiques féministes à la rédaction, il reste des pratiques masculines qui font d'une certaine forme une recomposition de la domination. C'est-à-dire que on est une radio de gauche, on est une radio qui se veut féministe et qui l'est en grande majorité. Il n'empêche qu'il y a quand même des hommes qui font des blagues sur le fait qu'eux-mêmes soient féministes. Voilà, et il y a tout un comportement des hommes qui plaisantent sur ça, et il y a tout un truc d'invisibilisation des violences sexistes au sein des médias de gauche, je pense. Bien sûr, oui, mais sur les médias indépendants en général, sur le côté, on a inventé quelque chose de nouveau, on est progressiste, donc forcément on est aussi des modèles là-dessus. Voilà. Alors qu'en fait, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des trucs à critiquer, et les hommes ne sont pas parfaits, même à gauche, encore moins à gauche, je pense. Enfin voilà, il y a un truc de plus insidieux. Ouais, peut-être c'est plus insidieux parce qu'on le voit moins et qu'on se dit en fait tout le monde est féministe, c'est super. Et en creusant un peu, en grattant un peu, on se dit en fait, il y a des recompositions, c'est-à-dire que les hommes acceptent de perdre une certaine forme de virilité, une certaine forme de comportement hyper masculin. Ils sont beaucoup moins violents, ils sont beaucoup moins agressifs, etc. Pour autant, ils ont quand même des pratiques masculines qui persistent, quoi. Et qu'il faut arriver à leur faire prendre conscience que, en fait, c'est plus possible en 2019 d'avoir ces comportements-là.
Alors, juste pour terminer justement sur cette question du sexisme au sein des rédactions, là j'ouvre un petit peu la parole sur, Sophie, tu as énoncé un certain nombre de pistes de solutions dans l'organisation au sein même de la rédaction. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui là vous viennent sur comment est-ce qu'on peut améliorer cette question d'égalité et de parité et du respect tout simplement en fait de l'autre au sein même d'une rédaction? Dans la rédaction, je sais pas parce que moi je suis pas dans une rédaction, mais par contre je pense qu'il faut vraiment qu'on se valorise les unes les autres, qu'on valorise évidemment sous couvert de qualité. Voilà, qu'on se soutienne. On faisait référence tout à l'heure au Boys Club et à la Ligue du LOL. Voilà. En fait, c'est franchement très basique, mais c'est juste si on admire ou qu'on respecte le travail d'une consoeur, c'est de pas hésiter à lui dire, parce que parfois ça fait du bien aussi d'avoir des retours. Voilà, c'est s'encourager, ne pas se censurer sur des terrains où on veut aller, etc. Et je pense que pour rebondir à ce que tu disais sur le sexisme, en fait, le sexisme, c'est contraire à l'esprit journalistique. En fait, c'est une lecture biaisée du monde. Je pensais parce que c'est une idéologie, qui repose sur le postulat que les femmes sont inférieures aux hommes. Oui, mais même en fait, ça modifie, en fait, ça brouille la façon dont on peut appréhender le monde et ça peut nous faire passer à côté de sujets ou sinon conduire à un mauvais traitement journalistique. Parce que tu as parlé notamment du Kurdistan. Ça me semble quand même hyper important parce que j'avais travaillé sur l'image de la combattante kurde et en fait, tous les médias occidentaux, beaucoup, avaient développé une glamourisation en fait de ces femmes alors que c'était un terrain de guerre, un contexte de lutte armée, et en fait ils parlaient de ces femmes presque comme des égéries en les renvoyant à des qualités physiques et c'était extrêmement dérangeant et en plus ça dépolitisait la raison de pourquoi est-ce que ces femmes prenaient les armes, qui peut être aussi peut-être critiquable, etc. En tout cas il faut pouvoir en discuter. Voilà. C'est une transition parfaite avec la question du traitement des questions de genre et du sexisme par les médias. Il y a plusieurs manières, justement, je pense, d'imposer un traitement différent. Il peut y avoir le fait de faire ce que tu fais, Lorraine, c'est-à-dire donc tu es journaliste pigiste et tu as été l'une des premières à travailler notamment sur les féminicides et à mettre un visage et une histoire derrière des chiffres macabres. Notamment pour le site 4 heures et ensuite tu as travaillé pour Mediapart, etc. Est-ce que toi tu te sens une forme de responsabilité en tant que journaliste indépendante d'imposer aussi ces sujets et à quel point ça peut être difficile parfois? Je voulais juste rendre hommage à Blandine Grosjean parce que je sais, Raphaël, que tu as fait partie de Libération et je sais qu'en fait cette rédaction ça a été complètement oublié, mais en fait c'est cette journaliste qui n'est plus à Libération qui, il me semble, a été la première en France à travailler sur ce qui était considéré comme les faits divers, et elle avait analysé pendant 2 mois le fil AFP des féminicides, qui étaient encore considérés comme des homicides ou des crimes passionnels. Et en fait, je crois que c'est son initiative, évidemment combinée à plein d'autres initiatives de chercheuses de politique, etc., qui a conduit à la création du premier registre, étude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Voilà. Et je crois qu'on l'a... c'est pas grave de toute façon, mais en tout cas, ça me paraît bien de rappeler le travail de cette personne. Et oui, donc pigiste, en fait, je suis pigiste par choix. Ça fait 6 ans, je crois, que j'ai choisi d'être pigiste à l'issue de mes études assez classiques, Sciences Po, CFJ, Sciences Po Bordeaux, CFJ. Et en fait, pour moi, c'est que ça me permet d'avoir une liberté, de pouvoir travailler sur les sujets qui m'intéressent. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que j'arriverai pas à avoir cette liberté en rédaction, que j'aurais pas pu travailler en fait sur les sujets, que ce soit aller trouver des femmes en fait à Malte qui avortent, alors qu'en fait personne s'était intéressé au fait que sur cette île qui fait partie de l'Union européenne, l'avortement est criminel sans exception. Donc même si on est violé ou qu'on risque de mourir à cause de son enfant, en fait il faut donner vie. L'avortement est interdit. Du coup, j'avais voulu aller documenter les flux clandestins, ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai au moins pas la barrière de quelqu'un qui va me dire non, ce sujet mérite pas qu'on le traite. Ma barrière, c'est plutôt à moi, à me faire confiance et à me dire si je veux le faire, il faut que je le fasse, et à m'organiser, à trouver les ressources financières. Est-ce que c'est difficile d'imposer ces sujets-là dans les rédactions, de les vendre
pour vous quand vous allez voir l'Obs Maintenant, en fait, j'ai mon réseau de rédaction et du coup, comme ça fait longtemps que je travaille, il y a des chefs, hommes et femmes qui me connaissent et qui me font confiance. Donc c'est sûr que c'est pas comme la première fois où j'ai vendu une enquête. C'était à Cosette, c'était sur les avortements sélectifs en Albanie. Ils me connaissaient pas, ils savaient pas comment j'écrivais, etc. Donc j'ai plus de facilité. Par contre, oui, c'est un choix c'est un choix de carrière qui a ses difficultés parce que en fait, il faut à chaque fois prouver pourquoi le sujet il est intéressant, batailler pour avoir des financements, pour se faire rembourser les frais. Il y a un problème aussi je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Journalopes et on fait partie du collectif des collectifs qui s'appellera La Plume. Il y a quand même une réalité économique qui fait qu'il n'y a pas du tout d'augmentation en fait dans le tarif de la pige pour les journalistes, alors que tous les journalistes en rédaction ont leur salaire qui est revalorisé. Après, il s'avère que comme en fait on a un syndicat des journalistes qui est très bien et qui est très actif, il y a un plafond pour la rémunération qui est, il me semble, à 65 € brut, donc c'est franchement pas grand-chose pour 1500 signes. Donc une page dans un article qui pratique ce tarif minimum syndical de reportage, ça va être payé par exemple 400 €. Voilà. Et les journaux de gauche aussi. Alors une des autres solutions pour imposer un autre traitement de ces questions-là, c'est de créer un média indépendant, tout simplement. Raphaël Garrigos, vous êtes rédacteur en chef du média indépendant Les Jours, donc qui est un média de presse écrite en ligne et qui traite l'actualité sous forme d'obsession. Vous avez notamment fait plusieurs séries sur les violences faites aux femmes, sur la fluidité des genres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé à vouloir traiter de ces sujets-là après avoir fait partie d'une rédaction un peu plus classique, donc chez Libération? Oui, donc moi j'ai travaillé 15 ans dans un journal de gauche, donc Libération, où effectivement Libération de l'intérieur, c'est une espèce de culte de la vanne permanente qu'on voit dans les titres, mais qu'on voit aussi qui est au quotidien dans cette rédaction, et où on s'est dit tous très féministes, et où on n'est pas tant que ça. Moi j'ai travaillé dans un service qui était... J'étais le chef adjoint d'un service qui était dirigé par une femme, et quand les gens venaient nous poser des questions de leur service, ils s'adressaient à moi, mais systématiquement. Enfin, c'était Isabelle Roberts qui était donc ma chef, était en face de moi j'étais son adjoint, mais systématiquement c'était à moi qu'on parlait. Alors c'est pas uniquement pour ça qu'on a créé Les Jours. Et si vous voulez, moi aujourd'hui ça me semble dingue de même d'entendre ce que je vous raconte là, de devoir vous le raconter, parce que au jour, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel, mais c'est pour moi, c'est un combat quotidien, au sens où on y fait attention dans l'écriture en permanence. Par exemple, j'ai une journaliste, c'est une femme, il se trouve, une journaliste pigiste qui écrit une série pour nous, qui a une petite manie, c'est qu'elle décrit physiquement les gens. Alors c'est pas mal, comme ça on voit à quoi ils ressemblent. Mais il y a pas longtemps, elle m'a fait un truc, c'est elle parlait d'une dame blonde et d'un monsieur, c'était un grand gaillard. Et alors que la dame blonde était blonde, donc disait que c'était tout de suite c'était une femme, et le grand gaillard c'était un homme, quoi. Alors que la dame était peut-être aussi un peu gaillarde également. Et donc nous c'est à ça qu'on essaie de faire attention en permanence dans l'écriture, outre le soin qu'on essaie d'apporter dans Les Jours à l'écriture en général pour chasser tous les clichés. Il faut aussi qu'on chasse ces clichés sexistes, et qui passent aussi par la photo. Si vous ouvrez un quotidien aujourd'hui, moi à Libération, j'ai de temps en temps entendu ce souci de se poser la question de voir qu'on n'avait que des hommes en photo. Nous on essaie d'y faire attention. On a tout bêtement sur la page d'accueil des Jours une galerie de personnages, et ben on met un homme, une femme, un homme, une femme. C'est pas dur du tout à faire, hein. Même dans le cadrage, hein, parce que Et sur le traitement des sujets, est-ce que vous avez l'impression justement, qu'est-ce que vous faites de cette nouvelle liberté, enfin en tout cas de cette liberté totale, à la fois dans le traitement des sujets sur l'écriture, mais aussi dans les sujets sur lesquels vous décidez de travailler pour justement les imposer aussi dans le débat public? Pour le coup, donc on a une série qui s'appelle Le Sale Boulot, qui est consacrée aux violences faites aux femmes au travail, au travers d'une association qui s'appelle la VFT. Une série qui est
est écrite par deux journalistes femmes, encore une fois, et deux journalistes pigistes, parce qu'on parlait d'une profession qui se féminise, mais qui est extrêmement précaire, et c'est les femmes qui prennent en premier. Et on a donc cette série, j'ai oublié la question maintenant, mais qui raconte, qui sont des cas ahurissants à la RATP ou un peu partout de violences faites aux femmes au travail. Et on a aussi une série sur le genre qui s'appelle Je tue Yel. Alors là, on entre dans un autre secteur qui est des gens qui ne veulent pas se déterminer en fonction de leur genre. Et on a choisi d'adopter pour cette série leur graphie. Eux, ils ne disent pas il, ils disent pas elle, ils disent Yel. Et donc on a choisi dans cette série de dire Yel. Et finalement, c'est une série qui s'est arrêtée parce que nos personnages supportaient pas la petite médiatisation faite avec les jours. Et c'est aussi une grande question, celle du traitement des questions LGBTQ+, dans les médias, qui est encore quand même très très marginal. Je vais me tourner... Je vais me tourner vers toi, Cécile. Chez Révolution Permanente, vous avez décidé d'avoir donc une rubrique dédiée qui s'appelle Du pain et des roses, où vous parlez justement aussi bien des questions de genre que des violences faites aux femmes, que des questions sociales aussi qui sont liées aux droits des femmes, etc. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer une rubrique exactement pour ça, et quel est votre objectif à travers cette démarche ? Oui. Bon, déjà, le projet de Révolution Permanente qui existe depuis 2015, à l'origine, voilà, c'est un projet qui est un journal, mais qui est un journal militant, politique, et qui est tenu que par des militants, aucun salarié. Et effectivement, on a créé il y a cette rubrique qui s'appelle Du pain et des roses, et qui est en fait liée d'ailleurs à un collectif militant, féministe, révolutionnaire. Et voilà, nous, on part du principe, quand on a créé ce média, que voilà, les médias ne sont pas neutres, les informations ne sont pas neutres, et que les journalistes aussi ne sont pas neutres, et que de manière générale, les médias, enfin, on le voit aujourd'hui sur tout un tas de cas, mais par exemple sur Lubrizol ou sur tout un tas de situations où en général, dans tout un tas de médias, et on peut d'ailleurs pas tout mettre dans le même panier, je pense, quand on parle de médias traditionnels, mais voilà, on tendance à relayer certaines informations, et sous prétexte de neutralité, en général, en fait, plutôt prennent conditionner le débat public, voilà, sur les questions féministes aussi, en fait, et sur les questions sexistes, parce que les médias, en fait, aussi reproduisent les stéréotypes de genre, peuvent reproduire, voilà, même la culture du viol, reproduire, en fait, tout un tas de stéréotypes, et on le voit dans plusieurs situations. Même récemment, je pense l'exemple le plus flagrant, ça a été toute la question de la polémique nauséabonde qui c'est sur la question du port du voile, et comment, en fait, on a pu voir, il y a des chiffres là qui sont sortis sur 100 débats et 100 invités qui ont été dit, il n'y a pas eu une seule femme musulmane. Et nous, c'est pour ça qu'avec Révolution Permanente, notamment, on a, en tant qu'aussi féministe, et parce que moi je porte un féminisme qui est antiraciste, qui est internationaliste, et qui n'est pas islamophobe, et qu'on est allé aussi interviewer du coup, en fait, les femmes musulmanes et les femmes voilées pour leur donner la parole aussi, et pour aussi voilà, montrer ce qu'elles avaient à dire, et qu'on voit bien qu'en fait, dans ce sens-là, et c'est intéressant d'ailleurs comment les médias, enfin, c'est un truc très imprégné dans tous les cas, parce que les médias sont aussi contrôlés, achetés par des grands groupes et tout, mais en fait reproduisent eux-mêmes des choses comme le fait que qui a été construit depuis des années, mais les figures de la femme, voilà, musulmane, qui ne parle pas, qui est soumise, qui n'a pas, et du coup on finit par ne pas lui donner le droit à la parole, et donner la tribune à des tas de gens qui viennent sous prétexte qu'ils seraient spécialistes, universitaires sur la question. Et de manière générale aussi, voilà, c'est intéressant de voir quelle place est donnée, quel féminisme en fait apparaît dans les médias, parce que en général c'est quand même aussi sous prétexte de neutralité aussi, mais on donne beaucoup de place à nous, ce qu'on appelle plus le féminisme libéral, le féminisme plus de Chiappa, mais aussi par exemple que sont des médias comme Le Figaro ou Le Monde qui par exemple vont publier et mettre en valeur par exemple la tribune du droit importuné de Deneuve, et qu'en fait nous dans notre média, bien sûr nous on ne donne pas la parole à Deneuve et tout, mais d'essayer par exemple de mettre aujourd'hui en valeur un féminisme comme Françoise Vergès, comme aussi des féministes plus révolutionnaires. Enfin, nous on a voilà Andrea Datri par exemple qui est une féministe plus en Argentine, mais donner la parole en fait à un autre féministe qui n'est pas en fait celui que nous on défend, parce que le féminisme n'est pas quelque chose une unité sans
sans division. Et à ce titre-là, plus pour montrer aussi le lien avec nous, comment on conçoit, c'est que par exemple, moi j'ai travaillé, je suis aussi milité et fait des enquêtes plus sur une grève qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis, qui est la grève d'Honnête, qui concernait en fait des femmes de chambre, et aussi tout ce qu'on disait sur le fait que tout un tas des femmes d'entretien, de nettoyage, en fait, qui sont les plus victimes des violences à la fois sexuelles et sexistes, parce qu'il y avait des cas en fait comme ça dans les sociétés de sous-traitance, et aussi de pires conditions de travail. Et en fait, c'était très intéressant parce que nous, on a commencé à se lier à cette grève où en fait, on voyait que les médias, par exemple, la façon dont ils abordaient la grève, c'était de montrer à quel point il y avait des déchets qui s'accumulaient, à quel point la population de Saint-Denis et à quel point ça dérangeait en fait la population de Saint-Denis. Et en fait, en donnant très peu la parole aux grévistes. Du coup, on a commencé à donner la parole à grévistes, mettre en valeur leur grève, et aussi dire que nous, on a un média qui prend parti, c'est-à-dire que on a pris parti du côté des grévistes contre la SNCF, contre Honnête, contre en fait aussi tout ça, et que nous c'est ça qu'on revendique, et aussi de montrer aussi en leur donnant, c'est pas seulement de donner la parole à ces femmes, mais comment aussi, via notre média, on peut montrer comment ces femmes qui au début, moi que je les ai rencontrées, n'osaient pas parler, étaient terrorisées par la direction de Honnête, et depuis des années, en fait, là, ont pris confiance dans la grève, ont commencé aussi à prendre la parole, à être les figures de la grève, et en fait, comment on montre aussi que c'est par la lutte, en fait, qu'on s'émancipe. Et nous, c'est ça qu'on veut aussi montrer, c'est ça avant tout qu'on veut montrer dans notre journal, et via, en fait, toute ce qu'on produit quotidiennement, du lundi au vendredi, et de ce féminisme aussi là, en fait, et qui n'est pas... Voilà. Non, mais tout ça, ça pose la question en fait du pouvoir immense qu'ont les médias aujourd'hui dans leur capacité à conditionner le débat public de par leur traitement médiatique, et se pose aussi la question du pouvoir qui est-ce qu'il faut essayer de faire pression entre guillemets de l'extérieur, donc avec des médias indépendants, ou aussi de l'intérieur avec les médias traditionnels. Donc je reviens vers toi, Léa, sur Prenons la Une. On en a un peu parlé au début sur cette question des violences faites aux femmes. Longtemps, on a pu lire des titres en fait, où les questions des violences faites aux femmes étaient reléguées aux faits divers, et donc on pouvait lire des titres du type « Ivre, il jette sa femme par-dessus bord », etc. C'est encore le cas malheureusement, mais bon, on voit par exemple que sur la question des féminicides, c'est un mot qui est quand même de plus en plus utilisé dans les médias, et que ça conditionne aussi justement la façon dont on pense le débat autour de ces féminicides, et ça politise en fait. C'est l'importance des mots. Et donc la question que je voulais te poser, c'était sur quel était le travail exact qu'avait fait Prenons la Une sur justement ce traitement, enfin cette importance en fait de l'utilisation des mots et d'un bon traitement médiatique de ces questions à travers les bons prises, comme vous le disiez aussi, Raphaël. C'est en 2016 que Prenons la Une avait publié ça. À l'époque, c'était encore un collectif. C'est un outil, il y a 11 outils, c'est le traitement des violences conjugales. Donc il y en a 11 qui devraient être suivis, et ça ne l'est pas encore. Comme le premier, c'est ne plus traiter de crime passionnel un féminicide. Je saurais pas tous les drames conjugal. Voilà, drame conjugal, crime passionnel, tout ce qui relève relègue à la sphère privée. Voilà, et bien parler de féminicide et non pas de crime passionnel, voilà, dont tu as parlé. Il y a aussi le fait de mettre le numéro d'appel aux victimes pour les victimes à la fin des articles, ce que fait la Voix du Nord, parce qu'il faut parler des bons exemples, c'est bien aussi. La Voix du Nord le fait depuis peu, mais le fait. Voilà, c'est un guide, je l'ai avec moi, donc si ça intéresse des gens, j'ai imprimé quelques feuilles. Il n'est pas mis à jour parce que les chiffres sont pas plus bons, mais merci. C'est les chiffres des violences faites aux femmes. Les femmes victimes de violences, ce n'est plus 216 000, n'est-ce pas? C'est 219 000, ce qui est grave. On a pris quand même beaucoup en 3 ans. Mais voilà, c'est préférer les termes juridiques consacrés quand un procès est en cours, dire plaignante, partie civile, et plutôt parler de victimes déclarées ou d'accusatrices. Enfin voilà, c'est un petit guide qui est intéressant. Donc je vous ferai passer des feuilles si vous voulez. Sinon il est disponible sur le Tumblr de l'association. Prenons la Une. Voilà.
Sur cette question justement du traitement médiatique des questions de genre et du sexisme dans les médias traditionnels, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme type de solutions qui peuvent faire évoluer aussi les mentalités et faire changer les choses? Là, on a parlé de l'exemple de l'islamophobie, l'exemple des féminicides, mais et on l'a dit, on l'a redit, mais en fait, il faut inviter des femmes en plateau et il faut que ce soit des journalistes femmes qui s'emparent de ces sujets-là aussi. Ça a été hyper flagrant dans tous les débats sur la PMA. C'est des hommes qui ont parlé de la PMA. En fait, ils n'ont pas leur mot à dire sur ce sujet-là, ils sont pas concernés, et c'est aussi un truc de donner la parole aux concernés. Il y a des concernés qui peuvent raconter des choses pas très intéressantes. Mais il faut quand même leur donner la parole parce que, à Radio Parleur, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est de donner la parole à ceux qui sont concernés par le sujet, et on ne croit pas du tout au mécanisme que font les médias. L'idée du bon client. Ouais, l'idée du bon client. La bonne cliente, ouais, aussi. Et puis, c'est une expression très... Une expression très genrée. Voilà. Mais il y a aussi un truc d'équilibre de la parole où, dans les médias traditionnels, on va dire, il faut inviter toutes les parties et il faut leur donner le même temps de parole, etc. En fait, c'est pas viable comme solution. C'est-à-dire que on peut pas donner le même temps de parole à un homme contre la PMA et à une femme qui a recours à la PMA. Le débat est tout à fait biaisé et tout à fait déséquilibré en fait. Donc il faut aussi, en plus d'inviter des femmes, il faut aussi, je pense, faire attention au temps de parole et à un équilibre. Il faut inventer un nouvel équilibre de la parole dans les médias aussi. Moi, ça me semble hyper important, quoi. Et ça, j'en ai pas du tout parlé, mais depuis peu, Prenons la Une, c'est organisé en pôle. Donc il y a le pôle communication externe, il y a le pôle communication interne, et il y a le pôle formation dont je fais partie. Donc c'est toutes les formations dans les écoles de journalisme. On a intervenu à l'IFP, on va intervenir à l'ESJ, etc. Et je trouve que c'est important d'en parler dès l'école, parce que c'est là où on forme les journalistes, et là aussi on se rend compte que dès l'école il y a des problèmes. C'est ce que je disais à Lorraine, quand c'est un cours optionnel, en fait 3/4 des étudiants sont des femmes, et les hommes c'est plutôt des hommes qui sont déjà au courant de ce qu'on va leur parler, et c'est un problème en fait. Et il y a certaines écoles, d'ailleurs des écoles reconnues, qui ne nous répondent même pas. Donc on se rend compte que voilà, dès l'école il y a ce problème là, et on est en train d'essayer de faire bouger les choses pour donner le plus de formations possible, de donner le plus de séminaires possible, etc. Et dans ces formations, on donne des exercices, par exemple, de réécriture d'articles de la PQR, parce qu'il y en a plein à réécrire avec tout ce genre de problèmes de crimes passionnels, etc. On donne des enquêtes à faire en amont sur les féminicides, etc. On donne des chiffres, on donne des outils pour faire face aux violences, quand on a des violences du sexisme, et dans l'école et dans les réactions futures, parce que ça sera nos confrères plus tard. Ce genre de choses qui pourraient aider à lutter contre ce sexisme avant qu'il ne rentre dans les rédactions. Il y a une question pour moi en fait générale qui se pose. J'étais aux états généraux de Prenons la Une, et il y a un moment en fait il y avait trop de choses, c'est-à-dire que il y avait les étudiants, il y avait les femmes au sein des rédactions qui disaient on est victime de violence, les étudiantes qui disaient que c'était très compliqué dans les écoles, et en fait au bout d'un moment Prenons la Une disait alors on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, mais en fait on a trop de choses à faire, on est juste que des bénévoles femmes journalistes, et il se posait vraiment cette question de aujourd'hui il n'existe pas vraiment d'organes comme peut l'être le CSA sur ces questions en fait, qu'on pourrait signaler à chaque fois que on voit par exemple que sur le débat sur la PMA il n'y a aucune femme qui est invitée en plateau, ou de femmes lesbiennes qui sont invitées, que sur les débats sur le voile on n'invite pas une seule femme voilée, de pouvoir avoir en fait un organe qu'on pourrait saisir pour dire on n'est pas d'accord, et pouvoir répertorier un nombre de qu'en fait il y a aussi un pouvoir des citoyens et des citoyennes, je pense, à se saisir de ça. Voilà, je suis d'accord avec toi, c'est bien de le signaler. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi la question de la pluralité dans les rédactions. Le fait qu'il y ait eu de plus en plus de femmes journalistes, je pense que c'est pas un hasard si jamais les questions des violences faites aux femmes sont rentrées dans l'actualité depuis 2-3 ans, en tout cas dans le cœur de l'actualité. Et c'est pour ça aussi que les rédactions doivent
peut-être s'ouvrir, et les écoles aussi, je crois qu'il y a un problème de diversité, de genre, d'origine sociale, religieuse aussi, etc. Et en fait, c'est aussi en ayant des journalistes dans les rédactions qui peuvent en parler de manière assez fluide que ça peut aussi permettre d'inviter peut-être des femmes voilées, ou en tout cas d'avoir que l'idée puisse... Enfin, en fait, visiblement, c'est que peut-être que l'idée ne s'était même pas posée de parler à des personnes qui portent le voile sur ce sujet-là, ou par exemple pour la PMA d'aller poser la question aux concernés et qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc c'est bien d'avoir des gens qui soient visibles aussi dans les rédactions et divers pour ça. Raphaël. Tout ça, finalement, c'est vraiment beaucoup, je crois, une question de pratique journalistique, de fait. Parce que c'est plus simple d'appeler son premier contact dont on sait qu'il est disponible et que c'est facile de l'avoir, et il se trouve que c'est un homme. C'est plus simple d'aller prendre une photo plutôt que d'apprendre la première photo qui arrive, plutôt que d'aller en chercher une. C'est plus simple d'avoir Jean-Claude Dacier qui gueule sur le plateau de CNews plutôt que d'aller appeler 10 femmes voilées, où il y en aura une, finalement, qui acceptera de parler. C'est vraiment une question de pratique journalistique. Qui peuvent changer. Il faut les faire changer. Il faut les faire changer, pas seulement par rapport au sexisme, mais par rapport au journalisme. Pour faire de la qualité, il faut prendre du temps, tout bêtement. Et alors, je prêche un peu pour ma paroisse, qui est présidée par une femme, par ailleurs. Si on veut faire du bon journalisme, si on veut chasser les clichés, il faut prendre du temps. Il ne faut pas juste prendre une dépêche AFP, la copier-coller, parce que ça va faire de l'audience sur le site. Alors, comme on est en train d'arriver à la fin, malheureusement, de cette discussion, j'aimerais vous demander, de la même manière que je vous ai demandé à chacun et chacune d'exposer un petit peu la raison du problème en début d'émission, d'essayer d'énoncer un début de solution, de se dire comment est-ce que, à votre avis, on pourrait faire pour que on n'ait plus, en fait, que dans 10 ans, ce soit absurde de faire une table ronde sur cette thématique, que la question ne se pose même pas. Moi, je viens de le dire, donc c'est bon. Comment ? Je viens de le dire, donc c'est bon. Tout simplement donner plus la parole aux femmes, que ce soit et les journalistes et les témoins, et pas juste pour les faits divers, et que les femmes prennent la une. Ouais. Et pour prendre la une, donnez-nous les moyens de travailler. Aussi. Oui, non, mais parce que moi, tout ce que, là, plus qu'on discutait, tout ça me fait voir aussi que je pense, par exemple, nous, dans la rubrique, on parle beaucoup du coup de cette question des féminicides, et de voir en fait que c'est pas des problèmes de cas individuels, en fait, et qu'à partir du moment où les cas se reproduisent plein de fois, c'est qu'il y a un problème qui est un peu plus structurel, et que du coup, j'en viens à ça, mais c'est que s'il y a un problème plus structurel, et aussi quand vous parlez plus de moyens, par exemple, c'est que, par exemple, pour sortir d'une situation de violence, qu'est-ce qui rend la situation difficile? C'est que si on n'a pas un logement, si on n'a pas de quoi, par exemple, trouver un emploi, si on est dans des situations, et qu'il y a tout en fait un système en fait autour qui permet en fait que ces violences puissent se nourrir et fleurir autour de ça, et que c'est pour ça que donc après nous on a un projet militant, et qui est du coup plus un projet de changer profondément en fait le système, et de le remettre en cause, à la fois sur la question plus du capitalisme, et à la fois sur les questions plus patriarcales, mais du coup qui pour nous, c'est pour ça qu'aussi on parle de se mobiliser et des luttes, comme on a pu voir aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai beaucoup suivi la question des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, et de cette question qui était aussi de comment... Il y a une énorme essentialisation des femmes dans le traitement médiatique sur les femmes. Et ça aussi, j'avais prévu aussi de parler de ça, mais que du coup cette question aussi, c'est comment, ça aurait été intéressant, et que c'est cette question que pour, à mon avis, résoudre toutes les questions de sexisme et de patriarcat, et de manière générale, il y a besoin de se mobiliser, et aujourd'hui il y a des débuts, il y a quand même tous les 8 mars depuis 2 ans, la grève du 8 mars, et qui est une grève mondiale dans plusieurs pays qui mobilise des millions de femmes. Il y a aujourd'hui des choses qui ont... La marche du 23 novembre de nous toutes contre les violences faites aux femmes. Ou même encore aujourd'hui au Chili, je pense que ça n'a échappé à personne, le fait qu'il y a un mouvement énorme autour d'une grève, et dans laquelle sont présentes de nombreuses femmes, et qui justement sont aussi d'ailleurs pas mal à la tête de cette mobilisation, et dans plein d'autres pays dans le monde, et que moi je pense que c'est autour de ça qu'il faut chercher des solutions, mais du coup c'est encore...
En termes de solutions, on l'a dit, mais en fait, il faut faire parler les femmes tout le temps, et on vit dans une société patriarcale qui ne facilite pas la parole des femmes, et que donc il faut former les femmes à s'exprimer et leur donner le pouvoir, parce qu'en fait, actuellement, c'est les hommes qui ont le pouvoir, donc il faut donner le pouvoir aux femmes, et il faut aussi, je pense, il faut former les hommes, en fait. Il faut qu'ils acceptent de perdre certains privilèges. En fait, c'est ça. Si on veut arriver à l'égalité, il faut que les hommes perdent des privilèges pour que les femmes en gagnent, et que donc ça passe aussi par un travail d'éducation, alors que les femmes n'ont pas forcément envie de faire, et c'est tout à fait compréhensible. On n'est pas là pour éduquer les hommes non plus, mais il y a aussi un truc il va falloir accepter. Enfin, il va falloir que les hommes acceptent de rendre certains privilèges et trouver un moyen de leur faire comprendre, quoi. Dernière question, est-ce que c'est pas un travail qui pourrait passer par une personne qui serait dans chacune des rédactions en charge du fait que les questions liées au genre, les questions liées au sexisme soient traitées, soit aussi en charge du fait de l'écriture inclusive, du fait de donner des informations sur ces questions-là, qu'il y a un bon traitement de ces questions comme vous en parliez. Alors à Radio Parleur, on a une personne ressource qui se charge de toutes ces questions-là, que ça soit au niveau du harcèlement sexuel au travail, mais aussi du coup des contenus du traitement médiatique en soi, etc. Et donc c'est ce genre de personnes qu'il faut, je pense, visibiliser dans les médias, et il faut que ça soit une fonction qui existe mais ça peut être tenu par un homme, je pense. Ça peut tout à fait je n'avais pas genré la chose. Mais que c'est bien aussi que les hommes prennent aussi, mais que ça peut être très bien que les hommes prennent leurs responsabilités aussi sur ces questions-là, quoi. Les femmes ont tout à faire, mais les hommes peuvent les aider, je pense. Merci beaucoup à toutes. On a été pour une fois un plateau quand même grande majorité féminine. Mais donc merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus pour parler du sexisme et des questions de genre dans les médias traditionnels. Malheureusement, je pense qu'on aurait pu continuer à discuter des heures et des heures, mais il faut qu'on laisse la place au prochain débat. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, et si vous voulez discuter, on peut discuter un peu plus loin. Voilà.